Bonjour à tous, c'est French Fantasy et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le grand départ du Tour de France 2024. Ça va être un petit guide, le guide annuel du Tour de France, spécialement sur le jeu Fantasy by Tissot. Let's go! Donc on se retrouve sur le jeu Fantasy by Tissot, le jeu fantasy officiel du Tour de France 2024. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous le rappelle très brièvement. Vous avez un budget de 120 crédits, 120 étoiles, pour constituer la meilleure équipe de 8 cyclistes parmi tous les cyclistes qui participeront au Tour de France. L'objectif va être d'avoir un ensemble de coureurs qui ramènent le maximum de points à la fin de chaque étape et à la fin du Tour de France. Et il y aura donc un classement entre tous les joueurs qui participent à ce jeu fantasy. Donc les coureurs ont une valeur en termes de crédit qui va de 5 crédits pour les coureurs les moins cotés, les moins renommés, ceux qui marquent le moins de points, et 25 crédits pour le coureur le plus cher, qui n'est autre que le fameux Tadej Pogačar, grand favori du Tour de France. Alors les coureurs sont répartis en plusieurs catégories. Les leaders qui correspondent aux coureurs qui visent le classement général, on va dire les coureurs les plus complets qui seront le plus souvent devant, notamment dans les étapes un petit peu escarpées et qui sont bons sur tous les tableaux quasiment, sauf peut-être le sprint. Ensuite nous avons les grimpeurs qui eux sont plutôt des coureurs qui vont s'illustrer sur les étapes de montagne, les étapes vallonnées et avec beaucoup de dénivelé, et qui peuvent aussi prétendre au maillot à poids de meilleur grimpeur et également aussi au classement général. Ensuite nous avons les sprinteurs, les coureurs au gros cuisseau qui s'illustrent eux sur des arrivées massives, des arrivées sur des terrains plus plats, voilà, et qui visent le classement du meilleur sprinter, le classement du maillot vert. Et enfin nous avons une catégorie qui correspond aux coureurs polyvalents, qui regroupe tout le reste des coureurs. Et dans cette catégorie on va retrouver des coureurs au profil très différents, des punchers sprinters, des baroudeurs, et des coureurs équipiers qui seront là pour aider leur leader. Voilà. À noter, donc si jamais vous voulez connaître les règles du jeu, elles sont ici en bas à droite. Voilà, ça vous explique le barème de points. Donc c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de choisir des coureurs qui ont le plus de chances de rapporter des points. Voilà. Et il y a plusieurs façons de rapporter des points dans le jeu. Ça peut être des coureurs qui vont être dans les premiers à l'arrivée de chaque étape, des coureurs qui vont s'échapper, qui vont participer au sprint intermédiaire, qui vont passer dans les premiers au sommet des cols et qui seront classés dans les premiers sur les différents classements généraux. Enfin, classement général, classement à points, etc. Voilà. Donc regardez bien, étudiez bien cette carte, elle est très importante. Je vais juste vous parler de quelques petites modifications qu'il y a eu par rapport aux anciennes éditions, et c'est des modifications importantes. Je crois que le barème pour le sprint intermédiaire a été augmenté, donc voilà, maintenant on a 30 points pour celui qui passe premier. C'est important pour voilà, les sprinters également qui vont se disputer ces sprints, mais aussi les échappés. Voilà, il y aura un petit peu plus de points à aller chercher. Par contre, au sommet des cols, ils ont diminué le nombre de points maximum alloués sur chacun de ces cols. Je crois qu'avant on était à peu près à 30 points pour le premier au classement du col de hors catégorie. C'était le même barème entre hors catégorie et première catégorie. Et là ils ont fait un truc un peu plus dégressif, donc jusqu'au 8ème, mais avec moins de points alloués pour le premier. Même chose pour le deuxième, même chose pour première catégorie. Deuxième catégorie, on n'a plus que 5 points pour le premier. Et troisième et quatrième catégorie, il n'y a plus que 2 et 1 point. Donc ce qui fait plus beaucoup. Le plus combatif de l'étape, c'est toujours 30 points. Et regardez, ils ont rajouté une catégorie différente, très importante. C'est les kilomètres effectués en échappée dans le groupe de tête. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, sur chaque étape, lorsque vous avez une échappée, tous les coureurs qui sont dans le groupe de tête de cette échappée vont cumuler 1 point par kilomètre passé devant. Donc ça c'est très très important, ça va avoir à mon avis un effet colossal sur le classement final, parce que ça va favoriser les attaquants, ceux qui ont tendance à s'échapper de nombreuses fois pendant le Tour de France.
Ensuite, sur les classements généraux et les classements annexes, la seule différence qu'il y a, mais de taille, c'est le classement qu'il y a à l'issue de la dernière étape, où avant les points de tous les classements étaient multipliés par 5, et ça vous faisait un nombre de points attribués en fin de tour. Donc, pour exemple, le vainqueur du Tour de France gagnait 5. Alors, le porteur du maillot jaune gagne 50 points à la fin de chaque étape, et au soir de la 21e étape, celui qui avait remporté le tour gagnait 50 x 5, soit 250 crédits. Cette fois, ce sera qu'un multiplicateur par 3. Donc ça veut dire que vous aurez 150 points pour le vainqueur du classement général, donc le maillot jaune, 90 points pour le maillot vert, 90 points pour le classement de la montagne et 60 points pour le meilleur jeune. Et le prix du super combatif a été abaissé de 150 à 90 points. Voilà. Donc, un peu moins de points pour les vainqueurs à la fin du tour et plus de points pour les échappés. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Si vous avez en tête des gens qui visent le classement général ou qui essayent de s'échapper à de nombreuses reprises, c'est ces coureurs qu'il va falloir viser. Ensuite, on voit que les points donnés à la fin sont moins importants. Donc peut-être que pour les sprinteurs, ça pourrait être intéressant de peut-être se débarrasser des différents sprinteurs en fin de tour. Parce que si je vous montre le parcours, ça va être le deuxième point de notre preview, de ce petit guide. Vous allez voir qu'on peut scinder le tour en deux parties. Une première partie entre la première et la 13e étape qui est plutôt plate, plutôt avantageuse pour les sprinteurs, les punchers. Et la dernière étape, la dernière phase de ce Tour de France entre la 14e étape et la 21e étape qui va favoriser les coureurs qui visent le classement général et les grimpeurs et les baroudeurs grimpeurs. Voilà. Donc si je vous montre très rapidement, on a une première étape en Italie entre Florence et Rimini, très accidentée, plutôt pour des punchers, voire des grimpeurs, punchers pour moi. Une deuxième étape également accidentée entre Cesenatico et Bologne pour les punchers. Cette fois, certains sprinters qui passent bien les bosses pourraient être là, mais ça dépendra un peu de la course. Ensuite, on a une troisième étape toute plate entre Plaisance et Turin. Pas grand chose à dire. La quatrième étape est la première étape de montagne entre Pinerolo et Valloire. Vraiment haute montagne par le Galibier. Montagne, mais montagne plutôt roulante, on va dire. Étape de plat pour la 5e étape. Également pour la 6e étape. C'est vraiment pour les sprinters. La 7e étape est un chrono individuel. 25 km. Un petit peu vallonné, mais pas avec de grosses difficultés. L'étape 8 sera une étape assez casse-pattes entre Semur en Auxois et Colombey-les-Deux-Églises. 2400 mètres de dénivelé, une étape assez longue pour échapper puncher, je pense. L'étape 9, c'est l'étape des chemins de Troyes, donc plutôt pour les coureurs de classique, on va dire. L'étape 10, c'est tout plat entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. L'étape 11 est une étape de moyenne montagne pour échapper et homme fort entre Évaux-les-Bains et Le Lioran, 4350 mètres de dénivelé positif. L'étape 12 est toute plate, enfin est quasiment toute plate. Alors il y a quand même un petit peu de difficulté au début, c'est vrai, mais soit on aura une échappée qui va au bout, donc sur cette étape de transition, soit un sprint massif. L'étape 13 est plutôt plate aussi, même s'il y a un petit peu de difficulté avant d'arriver vers Pau. On devrait assister à un sprint massif également. Et à partir de l'étape 14, on arrive sur des profils plus accidentés puisque on entre dans les Pyrénées. Pau-Saint-Lary-Soulan par le col du Tourmalet et la Roquette d'Ancizan. Fin d'étape très très compliquée. Très très difficile donc pour les coureurs du classement général, éventuellement des échappées. Des échappées d'hommes forts. Même chose pour la 15e étape entre Loudanvielle et le plateau de Beille. Voilà, là aussi peut-être des échappées qui partiraient dès le début. Il y a beaucoup de vallées par contre, mais
Voilà, en tout cas, peut-être des échappées à prévoir. L'étape 16, c'est une étape de transition, mais plutôt plate, entre Gruissan et Nîmes. L'étape 17, étape très difficile aussi, enfin, assez difficile quand même, entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Super d'Evoluy. Sans doute pour des échappées ici. Étape 18, entre Gap et Barcelonnette, moyenne montagne. Pareil, les leaders ne devraient peut-être pas trop s'attaquer là, donc on aura des échappées au long cours, avec des coureurs qui auraient perdu du temps et qui voudraient se replacer. Étape 19, bon là on est vraiment sur de la haute montagne, hein, avec l'arrivée à Isola 2000, la cime de la Bonnette, qui est le sommet de ce Tour de France, où là pareil on aura des échappées qui partiront et les coureurs du classement général qui se joueront la gagne. L'étape 20, entre Nice et le col de la Couillole, profil très escarpé pour une étape à mon avis très très intense parce que seulement 133 km. C'est l'avant-dernière étape. Et la dernière étape est un contre-la-montre, une fois n'est pas coutume, entre Monaco et Nice, 33 km avec un profil très escarpé. C'est vraiment de la moyenne montagne ici, hein, donc avec le col de la Turbie et le col d'Aise. Voilà pour terminer en beauté ce Tour de France. Donc on peut donc scinder ce Tour de France en deux parties, c'est ce que je disais. Et si on va sur les coureurs potentiels à sélectionner, puisque c'est ça qui est le plus intéressant dans ce jeu, c'est de savoir quels seront les coureurs qui vont s'illustrer au maximum. Alors, si on part dans les leaders, voilà, on va un petit peu, je vais vous parler de ceux qui me paraissent intéressants. Pogacar, bien sûr, est le coureur essentiel de ce Tour de France. C'est le favori, le plus en forme. Il sort d'un Tour d'Italie gagné haut la main. Il a la meilleure équipe, il roule bien, il est puncher, il est rapide, il est bon en montagne. Il a déjà gagné le Tour 2 fois. Donc grand favori. Grand favori, pour moi il est incontournable. Vous pouvez le sélectionner et le garder de l'étape 1 à l'étape 21 s'il ne se passe pas de problème, bien évidemment. Vingegaard, c'est un petit peu l'interrogation. On ne sait pas trop comment il est depuis sa chute au Tour du Pays Basque. Donc j'attendrai moi pour ce coureur avant de le sélectionner. Je préfère voir dans quel état de forme il est avant de potentiellement le sélectionner à partir de l'étape 14 par exemple. Primoz Roglic pour moi est un peu sur la fin de sa carrière. Je le vois peut-être aller chercher un podium, mais pas plus. Vraiment, je le vois pas gagner ce Tour de France. Mais c'est un très bon puncher aussi. Hein. Il roule bien, il est puncher, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Si vous voulez tenter le pari, c'est un peu plus risqué que. Enfin, c'est un peu risqué quand même, je trouve, dès le début, mais pourquoi pas. Remco Evenepoel, très bon puncher, très bon rouleur, bon grimpeur, mais pas encore au niveau des tout meilleurs. Et petite interrogation sur son niveau de forme, suite à sa chute, hein, on l'a vu pas en forme du tout sur le Dauphiné, donc à voir. Adam Yates, c'est le lieutenant de Pogacar, 3ème l'année dernière, très très bon coureur, je trouve un poil cher quand même à 20 crédits, mais pourquoi pas. Vlasov peut aller chercher un top 5, un top 7-8, top 5 je pense qu'il peut peut-être l'atteindre, mais 18 crédits, bon. 18 crédits, c'est un peu cher pour quelqu'un qui est rarement gagnant quand même. Geraint Thomas, c'est pas la peine, il ne sera pas vraiment au niveau. Henrik Mas, un habitué du top 10, mais bon, qui est pas très flamboyant, on le voit pas forcément prendre les meilleures positions en termes d'arrivée en fin d'étape, donc 18 crédits, je trouve que c'est un peu cher pour lui. Carlos Rodriguez, le leader de la Ineos, lui me paraît très intéressant. À 18 crédits, il court pour le maillot du meilleur jeune également. Et voilà, c'est un coureur très en forme, qu'on verra surtout, je pense, en deuxième partie de tour. Donc gardez un œil sur lui. Carapaz, pour le classement général, je ne sais pas trop. Pour des échappées en montagne, oui, ça serait un très très bon profil, donc à surveiller. Buitrago également, c'est un peu le même profil que Carapaz. Très très bon grimpeur, vraiment sensationnel. Et la question est de savoir s'il va jouer le général ou si va peut-être plus aller chercher des coups d'éclat en montagne. Et dans ce cas-là, ça pourrait être très 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 intéressant. Simon Yates a un peu le même profil que son frère. Adam. Mais bon, pour moi, ça n'a jamais été quelqu'un de très
très consistant. Il a toujours des coups d'éclat et après des coups de mou. Donc ouais, je mettrais un petit bémol peut-être sur Simon Yates. Mais pourquoi pas hein, sur le début du tour. Bernal, non, je le vois pas revenu à son niveau de 2017. Et puis 17 crédits, c'est quand même assez cher. Félix Gall, c'était la bonne pioche l'année dernière, à 14 crédits. Cette année, il est à 17. Moi, c'est un peu cher, je trouve, et j'attendrai de voir pareil s'il est vraiment à la lutte pour le classement général ou pour des coups en montagne. Même chose pour Derek G, qui, à mon avis, lui, est vraiment à surveiller. C'est à mon avis une très très bonne pioche, surtout à 16 crédits. Gaudu, non, trop léger pour moi, pas en forme cette année. Landa, un petit peu sur la fin de sa carrière, donc pas trop intéressant. Bardet, oui, très intéressant, sachant qu'il a dit qu'il ne viserait pas le général. Donc pour la deuxième partie de tour, pourquoi pas. Menties, pas très intéressant. Bilbao, oui, peut-être intéressant, à 15 crédits. Guillaume Martin, pourquoi pas, j'attends de voir également. Et après, Lutsenko, Johansen, Izagir, Vauclin, Kras, c'est quand même des coureurs qui sont un peu en dessous. Donc peut-être qu'on les verra perdre du temps et essayer d'en reprendre dans la deuxième partie. Voilà. Au niveau des grimpeurs, y a bien sûr les deux jeunes Almeida et Ayuso qui vont être très très intéressants à suivre. Assez cher quand même, 19 crédits. Et on peut se poser la question de savoir s'ils seront vraiment leaders dans leur équipe avec Pogacar et Adam Yates. Ça fait du monde. Donc à observer, je dirais, pour le moment. Même chose pour Jorgensen, mais qui peut être peut-être une bonne pioche dès le début. Tout dépendra de l'état de forme de Jonas Vingegaard. En tout cas, lui, il est en forme. Jorgensen, il a fini deuxième du Dauphiné et a failli renverser le Dauphiné. Très bon en montagne, bon en chrono, bon sur les chemins, donc vraiment un coureur presque de classique également. Il est dans le classement du meilleur jeune, donc ça c'est intéressant. Voilà, à surveiller également. Jay Hindley, je pense qu'il sera pas forcément leader, donc je mettrai un petit bémol. Giulio Ciccone, j'aime beaucoup. Surtout en deuxième partie de tour pour aller chercher des étapes et le maillot à poids, sachant qu'il vient d'avoir le Covid, donc est-ce qu'il sera remis, c'est un peu l'interrogation. Sivakov, Egg, Van Wilder, ça m'intéresse pas spécialement, même si Jack Egg pourrait se glisser dans certaines échappées. Hein. Onley peut-être intéressant, mais c'est plus risqué je trouve, de plus sur un équipier. Harper peut être intéressant, Van Riels peut être intéressant aussi également, très en forme ce coureur, très bon puncher, plutôt bon grimpeur, et il s'était illustré l'année dernière en s'échappant lors de la victoire de Kwiatkowski je crois, Kwiatkowski ouais je crois, ou Pidcock, je me rappelle plus, il me semble que c'était Kwiatkowski. Kelderman sera un équipier, Rui Costa peut être intéressant, voilà, après Lenny Martinez pourquoi pas. En attendant, il faudra attendre de voir s'il joue le général ou les étapes, mais il est très très bon en montagne. Woodpulse aussi intéressant, 11 crédits pour aller chercher des étapes et des échappées en montagne. De même qu'Herrada, Barguil, Zimmerman, c'est un petit peu les mêmes profils. Voilà, Nicolas Prodhomme peut être aussi intéressant, et Simon Geschke aussi peut être très très intéressant. Si on passe au sprinter, alors il y a bien sûr l'épouvantail Philipsen, meilleur sprinter du monde, 4 victoires l'année dernière et le maillot vert, 23 crédits, c'est très cher mais c'est une valeur sûre, donc si vous avez une structure d'équipe qui vous permet de le prendre, il faut le prendre, c'est nécessaire. Voilà, il sera emmené par Mathieu Van Der Poel, donc il aura une équipe et un poisson pilote de haute volée. Arnaud Delis, c'est peut-être la bonne pioche de ce Tour de France. C'est le champion de Belgique, il est très bon sprinter, il passe bien les bosses et il est très très fort, donc pourquoi pas à tenter. Attention quand même, c'est un coureur qui n'a pas une équipe qui peut l'emmener jusqu'à 200-250 mètres de l'arrivée. Son placement est parfois un peu douteux et il est tellement fort ce type que des fois il pète son matériel. Un peu à l'instar de Tom Boonen, pour ceux qui se rappellent, qui froissait son pédalier au démarrage. Donc pourquoi pas, en vrai c'est une bonne interrogation, c'est un peu risqué, mais 5 crédits de moins que Philipsen, ça peut être très intéressant. De même que Mats Pedersen, l'ancien champion du monde qui est à l'aise sur tous les terrains, qui n'hésitera pas à s'échapper, qui sera peut-être là quand c'est dur, qui est quand même très bon en sprint massif,
même s'il est en dessous de Philipsen, et qui visera vraisemblablement le maillot vert. Donc ça peut être une très très bonne pioche. Ensuite, Groenewegen et Jacobsen, je suis moins fan. Je trouve qu'ils ont passé leur prime, ces deux coureurs, surtout Jacobsen, suite à son énorme chute. Voilà, Gaviria, 16 crédits, ça peut se tenter. Bennett aussi également. Saison de merde jusqu'à ces 4 jours de Dunkerque qu'il a survolé. Voilà, après Matthews. Quel sera quels seront les rôles de chacun avec Dylan Groenewegen, c'est un peu la question. Mais Matthews sur des étapes un petit peu plus accidentées, attention, c'est un très très bon coureur. Thijssen et Christophe, c'est quand même en dessous pour moi, ça peut faire quelques petits coups sur certaines arrivées. Laporte, interrogation quand même sur sa liberté et sur sa forme, donc à voir. Phil Bauhaus est intéressant aussi, il sort d'un très bon Tour d'Italie. Voilà, c'est un coureur souvent placé qui ne gagne pas souvent, mais à 15 crédits pourquoi pas. Ah, Mark Cavendish. Pour moi, pas en forme, ce coureur. Il va viser une victoire d'étape pour arriver au record d'étapes dans une carrière, sur le Tour de France, pardon. Mais bon, pour moi, trop risqué ce pic. Arnaud Démare, Ackermann, Maclay, Capio, bon. Démare et Ackermann étaient des très très bons sprinters, mais je trouve qu'ils ont diminué quand même. Après, j'aime bien Brian Cocard toujours. Très régulier, il fait pas de coups d'éclat, mais même quand ça grimpe, il est quand même présent. Et il se glissera sans doute dans des échappées, donc à surveiller. Voilà, après, on a le duo Vandenberg à Aramburu, qui sont des sprinters punchers, ou des sprinters qui passent très bien les bosses, donc intéressant, notamment Aramburu, champion d'Espagne, il me semble, donc très en forme. Danny Van Poppel, j'aime bien aussi. Voilà, après peut-être Turgis qui peut être intéressant, et Sandy Dujardin, mais voilà, on va chercher quand même c'est plus des paris déjà là. Voilà, et enfin on va terminer par les coureurs polyvalents. Les coureurs polyvalents où on retrouve quelques très bonnes pioches. Alors Van Der Poel à 22 crédits, c'est trop cher pour moi, je pense qu'il aura peu d'occasion de s'illustrer, parce qu'il sera principalement au service de Philipsen. Peut-être qu'on le verra sur les premières étapes et sur l'étape des chemins de Troyes, mais son objectif c'est les Jeux Olympiques, donc interrogation. Même chose pour Van Aert, interrogation suite à sa chute. Il a dit qu'il n'était pas dans son meilleur niveau de forme, mais si jamais il est à peu près en forme quand même, attention à ce coureur parce qu'il est capable de scorer sur tous les terrains. Voilà, donc personnellement j'aime bien le pic Van Aert à 19 crédits, mais c'est peut-être un peu risqué. Après Pidcock, c'est un puncher grimpeur, très très bon puncher, très bon descendeur, et qui vise particulièrement le maillot jaune à l'issue de la première étape. Donc peut-être un petit pari à tenter. Mohoric, trop peu influent pour moi sur un Tour de France, on le verra surtout sur des étapes en fin de tour, et peut-être sur l'étape de Troyes par exemple, mais à 17 crédits c'est trop cher je trouve. Lascano Williams, c'est plutôt intéressant, c'est des coureurs qui vont beaucoup partir en échappée et qu'on verra sur des étapes difficiles, donc pourquoi pas tenter. Biniam Girmay n'est plus au niveau d'il y a quelques années sur le Giro, donc je dirais que c'est trop risqué comme pic. Paules peut être intéressant s'il part à la chasse du maillot à poids, comme chaque année quasiment sur le Tour de France. À 15 crédits, ça peut se tenter. Benoît et Kung, bon, pour moi, c'est des coureurs qui s'illustrent peu quand même sur des Tours de France. Magnus Cort est intéressant. 14 crédits, peut-être un peu cher, mais c'est un très très bon baroudeur, puncher. Voilà, il a une bonne pointe de vitesse. Pourquoi pas. Ben Illy aussi est intéressant. À 13 crédits, c'est un très très bon puncher également, très bon sur les courses de côte, donc à garder en tête. Voilà, après qui est intéressant, Romain Grégoire, le puncher français, peut-être intéressant. Dorian Godon pardon, également, très très bon puncher, baroudeur, et puis même bon au sprint, hein, il a une belle pointe de vitesse. Voilà, après on a les rouleurs Campenarts et Armirail qui essaieront de se glisser dans des échappées et qui peuvent être pas mal, notamment Armirail sur des chronos.
Voilà, Varenskold, pas mal sur des chronos assez plats et plutôt bon sprinter, donc intéressant, tout comme Mozzato, ça peut aller taper largement du top 10. Chris Neylands est un excellent baroudeur également. Voilà, Alberto Bettiol aussi, le champion d'Italie en titre, très bon puncher, bon finisseur, il a remporté le Tour des Flandres il y a quelques années, il a une bonne pointe de vitesse et le Tour part d'Italie cette année, donc peut-être que c'est pour lui ce début de tour. Voilà, après on a 3 coureurs intéressants là qui sont Fred Wright, Axel Laurence et Paul Lapera, le champion de France en titre. C'est des coureurs un peu passe-partout qui ont une certaine pointe de vitesse, notamment Paul Lapera, et qu'on devrait voir à l'avant, je pense. Peut-être moins Axel Laurence s'il n'a pas trop de liberté de mouvement. Mais Wright et Lapera sont intéressants. Quentin Paché et Axel Zingle aussi intéressants sur des échappées avec des petites arrivées, voilà, sur des profils un peu escarpés. Et voilà, ensuite, qui c'est qui est intéressant? Van Moor et Queen, deux très bons baroudeurs aussi. Queen est le champion des États-Unis, donc plutôt en forme. Tom Skynes, très très bon aussi, très très fort coureur pour tout ce qui est profil difficile. Voilà, Nance Peters aussi qui peut être intéressant. Ensuite on a Bob Jungels qui peut être intéressant sur des échappées, tout comme Mathieu Burgodeau, très très remuant l'année dernière, donc pourquoi pas, 8 crédits c'est pas très cher. Hugo Yule aussi également peut être intéressant, il a déjà gagné une étape il n'y a pas si longtemps sur le Tour de France. Voilà, Nico Dens, Julien Bernard, Abrahamsen, ça c'est des très très bons baroudeurs également. Et on a également le jeune Gachignard, 3ème du Tour de France, troisième des championnats de France il y a quelques jours. Voilà, après, bon, qui c'est qu'il peut y avoir d'autres, peut-être un Durbridge pourrait se glisser quelque part dans des échappées, mais voilà. Donc finalement, sur la structure des équipes, alors Pogacar et Philipsen sont à mon avis les deux coureurs incontournables ou quasi incontournables. Mais c'est très difficile de caser une équipe avec ces coureurs-là. Alors pour ma part, j'ai choisi de ne pas partir avec Philipsen, pour le début du tour en tout cas. La première compo que j'avais réalisée, donc on aura Pogacar parce que je le vois frapper d'entrée. J'ai Evenepoel parce que je pense que sur les profils des premières étapes, donc qui sont très punchy, je le vois tenir, je le vois être vraiment devant. Première et deuxième étape sans problème. La quatrième étape, je pense que c'est pas suffisamment difficile pour le faire péter. Et ensuite, on a surtout le chrono. Donc vraiment, et puis il est dans le classement du meilleur jeune, donc il y aura des points presque gratuits. Donc j'aurais tendance à le garder. C'est un peu risqué, mais pour le moment, je l'ai dans mon équipe prévisionnelle en tout cas. Sinon, il faut plutôt partir sur un Philipsen. J'aime bien Van Aert, même s'il y a une interrogation sur son état de forme. Je vais attendre de voir quand même les 2-3 premières étapes pour Van Aert. Pareil, qui roule très bien, qui grimpe bien, qui passe bien les bosses. Donc, et puis qui surtout est très très bon sprinter. Donc je partirai plutôt avec ces coureurs là. Je prendrai vraisemblablement Thomas Pidcock, au moins pour les 2 premières étapes ou les 4 premières étapes. Si jamais je le vois devant, il veut prendre le maillot jaune lors de la première étape, donc j'en fais un de mes favoris. Voilà, mais ça commence à coûter très cher parce qu'il me reste plus que 38 crédits pour 4 coureurs. Donc derrière, il va falloir aller chercher des value, et la value elle est pour moi chez Maxime Van Rils, le belge, qui est belge, belge ou hollandais, je ne sais plus, mais très bon puncher. Bon, je pense qu'il est belge. Très bon puncher, il est vraiment très très en forme, et je le vois être à la lutte sur les premières étapes. Et si jamais c'est pas le cas, je changerai ce coureur. Peut-être pour un Danny Van Poppel par exemple. Voilà, ensuite un coureur qui m'intéresse particulièrement pour le début, c'est Alberto Bettiol. Il sera chez lui,
il est en forme, il vise les premières étapes et peut-être le maillot jaune. Donc c'est risqué, mais voilà, c'est le coureur que je vise pour le début. Et ensuite, pour terminer, il faut des coureurs pas très chers. Et moi, j'ai sélectionné Abrahamsen et Gachignard, que je pense voir à de nombreuses reprises dans les échappées. Puisque c'est deux équipes qui, de toute façon, devront passer par des échappées pour s'illustrer. Voilà, ce qui me laisserait deux étoiles de budget. Au moins pour les 2 premières étapes. Et ensuite, je partirai sans doute sur du Pedersen ou du Dely, à voir. Et peut-être Philipsen, mais que pour le moment je n'arrive pas vraiment à caser dans mon équipe. Une des solutions, ce serait d'enlever potentiellement Remco et Evenepoel, de partir sur Philipsen, mais il me manque malheureusement un crédit. Donc il faudrait peut-être que je change quelque chose à cette structure. J'ai pas envie de partir sur d'autres coureurs là, même si, une des solutions pourrait être de partir sur des coureurs à 5 crédits et pour se laisser la possibilité d'avoir 6 coureurs très très compétitifs. Parce que je pourrais, en changeant un de ces 2 coureurs là, mettre Philipsen. Par exemple, si j'enlève Abrahamsen et que je pars sur un coureur peut-être à 6 crédits intéressant, j'ai du mal à en trouver, c'est pour ça que pour le moment je suis pas parti sur cette option là. Ouais, vraiment il n'y en a pas beaucoup. Imaginons qu'on parte sur Nils Sekov, même si j'y crois moyen. Ça me permettrait d'aller chercher notre ami Philipsen. Tac. Et voilà. Mais je suis pas hyper fan là pour le moment de cette solution là. Donc je partirai plutôt comme ça avec Abrahamsen ici. Et je switcherai rapidement Van Aert s'il n'est pas au niveau. Ces 4 coureurs là, en fait, tout dépendra des premières étapes s'ils sont dans la course ou pas. S'ils sont aux avant-postes, sinon je partirai vers du Pedersen, voire peut-être du Dely. Entre les deux, j'hésite un petit peu à vrai dire. Et voilà, tac. Voilà, donc pour le moment, la structure de l'équipe que j'aime. Mais encore une fois, on verra. En tout cas, Pogacar est un incontournable. Et puis derrière, il y a du monde. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné quelques petites options et que vous avez apprécié ce petit guide du Tour de France 2024 basé sur le site Fantasy, sur le jeu Fantasy. Voilà, c'était French Fantasy. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre équipe, sur qui vous partez ou sur quel coureur vous hésitez. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour se faire un petit débrief des premières étapes. Allez, ciao!